révélé, l'incroyable combat de 10 millions d'âmes prises au cœur de la déportation américaine un matin d'automne, dans le charmant village du sud de la France, le vent frais apportait avec lui une rumeur troublante. Les villageois, rassemblés devant la boulangerie de François, murmuraient à voix basse, leurs visages marqués par l'angoisse. Des lettres oubliées avaient refait surface. Des témoignages évoquant des déportations de leurs semblables vers des rives lointaines révélaient des histoires de souffrance et d'injustice. C'est ici que tout a commencé. Ces mots, lourds de sens, résonnaient comme le son d'un marteau frappant le cœur d'une communauté unie par le pain et la bienveillance de son boulanger. François, décrit par tous comme un homme de cœur généreux, lisait ces lettres avec une intensité croissante, ses mains tremblantes tenant le papier jaunissant. Les mots lui fendaient l'âme. Dans la pénombre de la boulangerie, entouré du parfum réconfortant de la baguette croustillante, il découvrait avec horreur que l'un de ses ancêtres était parmi ses victimes tragiques. Un homme dont le courage et la bravoure avaient été étouffés par l'oubli, dépossédé de son nom et de son histoire. Sa poitrine se serrait à chaque révélation, chaque mot étant comme une claque dans le visage de la mémoire collective. Au fur et à mesure que ces histoires tragiques prenaient forme, un élan de solidarité émergeait. Les villageois venaient devant la boulangerie, partageant leurs propres récits, leurs larmes mélangées aux rires nostalgiques. La boulangerie devenait le cœur battant du village, où le passé et le présent s'entremêlaient dans une danse émotive. Pourtant, le désir de François d'honorer cet héritage se heurtait à des oppositions. Certains voyaient en cette commémoration un acte de fierté, des autres craignaient pour la paix fragile du village. François, acculé par les tensions émergentes, se retrouvait dans un dilemme déchirant. Abandonner son projet pour préserver l'harmonie ? Mais à chaque recherche, il sentait l'urgence de se battre pour ce passé oublié. Il se rappelait des paroles d'un ami, honorer ceux qui ont souffert est une façon de réunir. Alors qu'une réunion tumultueuse se tenait dans la salle des fêtes, les voix s'élevaient, et la véritable nature des conflits sociaux se révélait. Il vit des visages familiers, pétris de colère et de tristesse, comme des ombres d'un passé douloureux. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. François, les larmes aux yeux, savait qu'une décision devait être prise. Comment apporter une lumière sur ces vies brisées sans raviver la douleur ? Il s'interrogeait sur ce que signifie vraiment la famille et l'unité. Alors qu'il regardait les visages tristes de ses compatriotes, il comprit que cet hommage pourrait servir de catharsis pour toute la communauté. S'unir pour guérir, tel était le véritable héritage qu'il désirait transmettre. Le crépuscule s'approchait, et avec lui, une promesse, celle d'une mémoire partagée qui pourrait changer le cours de leur histoire. François se tenait au bord d'un abîme, prêt à redéfinir la notion même de renaissance pour son village. L'amour et la mémoire pourraient-ils réellement triompher de cette peur enracinée ? Le prochain chapitre de leur vie n'attendait que lui. François se tenait, la voix nouée, devant les visages troublés de ses voisins. L'assemblée semblait prête à imploser sous le poids des ressentiments accumulés. Les murmures crevaient, les accusations fusaient. À sa droite, Mathilde, une vieille dame respectée du village, croisa les bras, sa méfiance palpable. Pourquoi raviver des douleurs anciennes ? N'est-ce pas là une folie ? Demanda-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Derrière elle, des jeunes, avides de justice, acquiesçaient. Si nous restons silencieux, comment pourrons-nous avancer ? Les mémoires doivent être honorées, pas enterrées, s'écria un jeune homme, faisant vibrer l'air de sa passion. Le conflit se transformait en bataille de générations, polarisation visible dans l'air chargé de tension. François, après un soupir profond, rassembla son courage. Nous ne ravivons pas les souffrances pour les souvenirs lourds, déclara-t-il d'une voix calme. Nous faisons cela pour comprendre, pour nous unir. Notre village ne pourra se relever que si la vérité éclaire notre chemin. Ces mots, pleins de sincérité, apaisèrent quelques visages soucieux, mais d'autres restaient figés, rivés à leurs doutes. En voyant la division croissante, une idée émergea dans son esprit, un monument, un lieu sacré où les histoires des déportés seraient gravées dans la pierre. Ce ne serait pas seulement un hommage à ceux qui avaient souffert, mais un appel vibrant à l'unité, un lieu de rencontre pour discuter, écouter et guérir.
Construisons ensemble ce monument. Que chaque histoire trouve sa place et que chaque voix soit entendue, proposa-t-il, espérant éveiller la flamme de l'espoir. C'était une proposition audacieuse, un pari que chaque villageois allait devoir prendre. Les murmures dans l'assemblée changèrent, se transformant en discussions animées. Une femme au fond, avec un regard plein de détermination, elle s'écria « Je ferai don de mes compétences en artisanat. Je m'engage à aider à la création de ce monument. » Peu à peu, des mains levées pour montrer l'adhésion et la volonté de contribuer. Dans ce tumulte, François ressentit une vague de force émanée de la volonté collective. Leurs larmes, leurs rires et leurs histoires s'entrelaceraient, unissant le village dans un lien indissoluble. Cependant, la réalité les frappa de plein fouet. D'où viendrait l'argent pour réaliser ce rêve? Les préoccupations financières étaient pressantes, menaçant de fissurer la nouvelle unité qui commençait à se former. Ce monceau d'enthousiasme pouvait-il vraiment se transformer en quelque chose de tangible? Alors qu'une esquisse de consensus naissait, une nouvelle voix, celle d'un homme élevé dans le village mais ayant émigré, se fit entendre. « Je vais vous aider. Je compte contacter des fondations qui soutiennent les projets de mémoire, annonça-t-il avec assurance. Cette promesse apporta un souffle d'espoir. Les possibilités s'étiraient devant eux, comme une mer calme après une tempête. Les villageois se regardèrent les uns les autres, une étincelle d'espoir scintillant dans leurs yeux. François, le cœur battant, savait que malgré les défis qui les attendaient, ils étaient désormais rassemblés dans leur quête. Mais alors que les regards se posaient sur lui, une question troublante persistait, serait-il capable de surmonter leurs peurs individuelles pour créer quelque chose de beau et de mémorable? L'ombre de l'incertitude planait toujours au-dessus d'eux, comme un nuage sombre sur une promesse de lumière. Le chemin vers la réconciliation s'annonçait ardu et semé d'embûches. François se tenait prêt, mais le véritable test n'était pas encore arrivé. L'histoire de leur village en était à un tournant. Ces ténèbres les poursuivraient-elles, ou trouveraient-ils la force de les chasser? Le village pourrait-il réellement transformer sa douleur en espoir collectif, ou la peur serait-elle plus forte que leur désir d'unité? François se leva, battant son cœur dans sa poitrine, comme un tambour des espoirs au milieu de la tempête. L'assemblée ne disait rien, un silence chargé de promesses et de peurs imprégnant l'air. Ils attendaient, comme des marins scrutant l'horizon à la recherche d'une lumière. Ce monument qu'il avait proposé allait devenir bien plus qu'un simple édifice. Cela risquait d'être le catalyseur d'une renaissance collective, ou bien un autre chapitre de douleur et de division. Mathilde, toujours perplexe, rompit le silence, « Et si nous échouions? Et si nos efforts ne suffisaient pas à effacer le passé ?» Sa voix tremblait. François ressentit un pincement au cœur. Les doutes de cette vieille dame résonnaient, comme une mélodie nostalgique. Mais il savait que le monde avançait, même s'il était pavé d'incertitudes. « Si nous ne tentons rien, nous restons prisonniers de notre histoire, » répondit-il, plein de conviction. « Chaque jour, nous avons le pouvoir de décider qui nous sommes. Ne laissons pas nos peurs dicter notre destin. » Son regard balaya l'assemblée, cherchant des signes de soutien, d'unité. Des mains levées s'élevèrent à nouveau. Des murmures d'accord se mêlèrent à des promesses de contribution. Chacun se voyait déjà participant à ce projet, son histoire gravée sur la pierre que François avait imaginée. Les visages, autrefois ombragés par l'hésitation, commençaient à s'illuminer d'espoir. Un homme aux cheveux grisonnants, un artisan du village, s'avança. « Je ferai le premier don, non pas d'argent, mais de mon temps. Je consacrerai ma force à la construction de cette œuvre. » Les applaudissements éclatèrent comme des éclairs dans un ciel dégagé. Mais dans un coin de la salle, une voix résonna, celle d'un jeune homme. « Et si nous ne savions pas construire? Quelle forme aura ce monument? » Cette question, apparemment innocente, ajouta une ombre à l'ambiance de fête. La réalité du travail ardu pour transformer une idée en réel projet pesait lourdement dans l'air. François s'approcha doucement du jeune homme, se penchant légèrement comme pour mieux capter son attention. « Nous avons tous des talents, des histoires et des vécus. Ce monument ne sera pas simplement une structure, mais un témoignage de notre parcours collectif. Ensemble, nous apprendrons. Et ensemble, nous réaliserons. » Son regard était franc, empreint de sincérité. Il semblait que chaque mot s'insinuait lentement dans les esprits encore hésitants. Les discussions redémarrèrent, animées, pleines de projets et d'idées. Le village partageait des souvenirs et des lumières, et peu à peu, une vision émergeait sur la manière de concrétiser ce rêve.
Alors que l'assemblée se levait et que les voix s'élevaient en harmonie, François sentit une vague de détermination le submerger. Il appartenait désormais à ce groupe, à ce village qui se battait pour changer le cours de son histoire. Mais une part de lui restait inquiète, se demandant si cette énergie collective suffirait à surmonter les obstacles qui se profileront inévitablement à l'horizon. La nuit tomba sur le village, un par un, les villageois commencèrent à se disperser, les esprits toujours agités par les promesses. François, le cœur battant, observait les étoiles. Que révéleraient-elles sur leur chemin? Les doutes de chacun seraient-ils des facettes du passé ou des leçons pour demain? Alors que le ciel étoilé resplendissait au-dessus de lui, une nouvelle question le hantait, cette lumière scintillante pourrait-elle guider leur communauté vers la réconciliation, ou serait-elle seule un reflet des douleurs non éradiquées? Le véritable test commençait maintenant. Mais, alors qu'il avançait dans l'obscurité, François savait qu'il n'était plus seul. Leur destinée était désormais liée. La route serait peut-être tumultueuse, mais une chose était certaine, ils étaient prêts à bâtir un avenir ensemble. Et dans ce moment de solidarité, une nouvelle question se profilait à l'horizon. Osaient-ils se confronter aux douleurs du passé pour forger une réconciliation authentique? La nuit enveloppait le village d'un voile paisible, mais les pensées de François étaient encore en émoi. Il rentra chez lui, chaque pas sur le chemin étroit respirant un mélange d'adrénaline et de nervosité. Dans sa modeste maison, la lumière vacillante de la bougie dansait sur les murs, accentuant les ombres qui paraissaient plus longues, plus menaçantes. Il se savait un catalyseur, mais la charge de son rôle pesait lourd sur ses épaules. Assis à la table, il prit une feuille de papier. Son écriture, habituellement fluide, se fit hésitante. Que devait-il dire? Comment insuffler cette force à ses amis, à son village, qui avait pris un élan si précieux? Le souvenir des visages animés par l'espoir lui réchauffa le cœur. Mais alors les doutes de Mathilde et du jeune homme revinrent le hanter. Il redoutait la déception, la douleur de l'échec. Nous devons croire en nous, murmura-t-il, comme pour renforcer sa propre détermination. Il commença à écrire, chaque mot devenant une promesse. Un plan de réunion pour discuter des compétences des villageois, des stratégies pour le projet. Le matin suivant, l'assemblée se rassembla à nouveau. François, le cœur battant plus fort que jamais, leva la main pour attirer l'attention. Cette fois, il s'exprimait non seulement avec son cœur mais aussi avec tout ce qu'il avait réfléchi. Chers amis, commença-t-il, sa voix vibrante d'émotion. Nous avons tous vu combien ce projet signifie pour nous. Nous devons unir nos forces. Mais pour cela, nous devons nous poser les bonnes questions. Il lut les premières lignes de son plan, énumérant les compétences nécessaires, maçon, artiste, organisateur. Chaque mot révélé résonnait comme une pierre ajoutée à la fondation du monument. Les visages autour de lui s'illuminèrent à mesure qu'il parlait, et l'énergie dans l'air palpita, palpable, comme un courant électrique. Mathilde leva la main, son visage radieux. Je peux enseigner aux enfants l'art de la mosaïque. Cela pourrait raconter notre histoire. François sourit, reconnaissant le don précieux de l'ancien. Des autres commencèrent à se lever, partageant leurs compétences. Une femme expérimentée en jardinage proposa de créer un parc autour du monument, une idée qui apporterait vie et couleur. Un musicien local suggéra que des chants résonnent autour de la construction, une mélodie pour chaque étape achevée. L'assemblée devint soudain une mer d'idées et de projets. L'atmosphère qui l'entourait pulsait d'excitation et d'espoir, une vague de communauté se formant comme un bouclier contre les incertitudes. Mais au fond de lui, François se questionnait toujours, ces élans de solidarité, combleraient-ils les fractures du passé? Une ombre apparut dans son esprit, celle de ceux qui ne croyaient pas au changement. François se rappela les visages de ceux qui avaient souffert et qui, peut-être, résisteraient à cette nouvelle idée. Que deviendrait-il face à cette renaissance? Alors qu'il se tenait devant ses concitoyens, il sentit un frisson d'excitation couler à travers lui. Peut-être que sur cette route sinueuse vers la réconciliation, il pourrait transformer leur douleur en force. Finalement, façonnés par leurs expériences partagées, les villageois ne seraient pas seulement des bâtisseurs, mais des guérisseurs. Et, alors même que l'assemblée s'animait de discussions ferventes, un dernier soupçon de doute subsistait. Nous ferons tout cela, déclara François, mais sommes-nous prêts à affronter ceux qui s'opposeront à notre vision? La véritable épreuve n'est-elle pas encore à venir? La salle se fendit de murmures. Et juste en plongeant dans l'inconnu, François sentit un frisson d'anticipation et de peur, une certitude que tout n'était que le début d'une histoire bien plus complexe. La réconciliation demandait du courage,
bien plus qu'une simple construction. Alors qu'il prenait conscience de ce chemin à parcourir, une question douloureuse illuminait la pièce: serions-nous capables de nous aimer et de nous accepter, malgré tout ce qui a été? Les jours qui suivirent furent marqués par une effervescence palpable dans le village. François, motivé par la passion et le soutien indéfectible de ses amis, se transforma peu à peu en un meneur naturel. Chaque matin, il trouvait le chemin menant à la grande place, les sourires chaleureux des villageois le saluant comme si une nouvelle ère était en train de se dessiner. Le projet des bâtisseurs de mémoire prenait forme. Chacun avait un rôle à jouer et s'impliquait avec enthousiasme. Les enfants couraient autour de Mathilde, fascinés par l'art des mosaïques qu'elle leur enseignait. Plus loin, la jardinage bénévole apportait une touche de verdure à leur espace. Le son des rires et des chants emplissait l'air et cachait une douce mélancolie. Mais François savait que l'harmonie fugace qui régnait pouvait ne pas durer. Un soir, après une longue journée de travail, alors que la lune illuminait la scène des un clair-obscur, François se retrouva seul, assis sur un banc face au chantier. Dans le silence du crépuscule, ses pensées dérivèrent vers ceux qui n'avaient pas encore accepté cette nouvelle réalité. Parmi eux, il y avait Pierre, le voisin bourru, dont le ressentiment et la méfiance envers François pesaient de tout leur poids. Un souvenir afflua à lui, celui de leur dernière rencontre où Pierre avait haussé le ton. « Que sais-tu vraiment de la douleur, François? Que sais-tu des sacrifices que nous avons faits ?» La colère de son ami l'avait frappé de plein fouet, et des vagues de culpabilité et de doute l'avaient submergé. Pour François, le rêve de réconciliation pouvait-il souffrir d'obstacles aussi solides que le béton qu'ils utilisaient pour le monument? « Je dois lui parler », se murmura-t-il, se levant. Son esprit était en ébullition. Il savait qu'au fond, il avait besoin de la compréhension de tous, y compris de Pierre. Il se dirigea vers la maison du vieil homme, son cœur battant la chamade à chaque pas. Alors qu'il s'approchait, la silhouette de Pierre se découpait sous la lumière tamisée de la fenêtre. François frappa timidement à sa porte. Le grincement du bois emplissait l'air, et bientôt Pierre ouvrit, l'air méfiant. « François », grogna-t-il. « Pierre, puis-je entrer ? J'y aimerais qu'on discute. » L'accueil fut froid, mais François entra. L'odeur du vieux tabac et du bois patinait par le temps et s'élevait autour des eux. « Que est-ce qui te prend, jeune homme ? » demanda Pierre en se croisant les bras. « Je sais à quel point cette situation t'affecte, j'y ai besoin de comprendre tes craintes. » Les mots finirent par sortir, comme une petite marée de lettres jetées sur la table. En écoutant Pierre, François découvrit non seulement la rage d'un homme en colère, mais aussi la peur d'une histoire qui semblait se répéter. La rancœur était de mise, et derrière chaque phrase, l'écho de générations passées résonnait. « Tu penses vraiment qu'en construisant ce monument, nous guérissons quelque chose ? » Pierre interrogea, sa voix dure. « Nous avons tous des blessures, et nous ne pouvons pas simplement les effacer. » François réalisa ici une vérité douloureuse. La construction d'un symbole ne suffisait pas, elle devait être accompagnée d'une véritable écoute et d'une volonté d'affronter ensemble les cicatrices. « Je vous invite, toi et ceux qui doutent, à participer. Nous avons besoin de toutes les voix pour bâtir ce futur, proposa-t-il, la sincérité dans son regard. Un silence lourd s'installa entre eux. Pierre sembla réfléchir, considérant la sincérité de François. Peut-être, se dit François, qu'en s'ouvrant à ceux qui les frais, il pouvait permettre aux autres de trouver leur place. Mais alors que la conversation se poursuivait, un cri brusque au dehors retentit, coupant court à leurs mots. Les deux hommes se précipitèrent vers la porte. Que se passait-il maintenant? Est-ce encore un affront que nous avons à affronter? S'interrogea François, anticipant le chaos qui pourrait bien gâcher les efforts qu'il venait tout juste de commencer. Face à elle, inconnu qui se profilait, il comprit une chose, pour guérir vraiment, il faudrait en effet beaucoup plus qu'un simple monument. À cette pensée, un frisson l'envahit, et il se demanda si, au bout du chemin qu'ils empruntaient, il découvrirait la paix ou un nouveau combat. Quoi qu'il en soit, cette nuit-là, François se jura de ne pas reculer devant les défis à venir. Car il savait maintenant que le vrai voyage ne faisait que commencer. François avait à peine franchi le seuil de la porte que le cri résonna à nouveau, plus fort cette fois. Une panique sourde s'installa dans sa poitrine. Pierre s'était figé, une lueur d'alarme dans les yeux. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, visiblement nerveux. Sans attendre, ils sortirent ensemble dans la nuit. Les lumières vacillantes des lanternes jetaient des ombres dansantes, et le murmure croissant de la foule attirait leur attention.
François se fraya un chemin à travers le groupe de villageois agités, le cœur serré. Pourquoi ce cri? Qu'est-ce qui avait poussé les gens à se rassembler dans un tel émoi? Au centre, il aperçut Sophie, tremblante, les larmes aux yeux. C'est la maison de Clara. Elle est tombée dans le puits. La déclaration fit l'effet d'une décharge électrique. Une vague de désespoir envahit le groupe, et François sentit une colère sourde gronder en lui. Clara, cette petite fille pleine de vie, celle qui courait avec les autres autour du chantier, avait toujours été si joyeuse. Allez! Réaction rapide. Ordonna François, sa voix résonnant au-dessus du tumulte. Instinctivement, il prit la tête de la foule, dirigé non seulement par la peur, mais aussi par un besoin déchirant de sauver celle qui représentait l'espoir du village. Ils se précipitèrent vers le puits. Leurs cris et leur souffle haletant se mêlaient au fracas du désespoir ambiant. Lorsqu'ils arrivèrent, une lumière vacillante éclairait la scène tragique. Clara gisait au bord de l'eau, son petit corps flottant dangereusement. François se jeta à genoux, mettant tout son corps en mouvement. Il cria aux autres de trouver des cordes, de leur donner tout ce qu'ils avaient. « Tenez bon, Clara !» hurla François, sa voix étranglée par l'angoisse. La petite fille ouvrit à peine les yeux, semblant hésiter entre la peur et l'inconscience. Le temps était compté. Lentement, en collaborant à l'improviste, les villageois formèrent une chaîne humaine. Nicolas, un vieux pêcheur, lança une corde à François, qui la prit avec des mains tremblantes. « Je l'attrape !» cria-t-il, sa voix chargée de détermination. Il se mit à l'eau, ses jambes le portant douloureusement alors qu'il s'approchait du bord du puits. Chaque mouvement lui coûtait, mais il ne pouvait pas hésiter. Non, pas maintenant. Avec l'aide des autres, il parvint à saisir une main délicate dans l'eau. Clara, la pauvre petite, luttait pour remonter à la surface en dépit de sa peur. Les visages autour d'eux étaient figés dans une attente fébrile, le temps semblait suspendu. « Indiquez-moi où est l'attraper !» ordonna François, la détermination dans ses yeux. Avec un dernier effort, il tira avec toute sa force. Clara remonta lentement, des cris de joie jaillissant de la crowd lorsqu'il parvint enfin à la sortir de l'eau. Le câlin chaleureux que François lui offrit fut comme un baume pour son âme, un retour à une réalité où l'espoir existait encore. Les villageois applaudissaient, certains pleuraient de joie. Pierre, dans la foule, eut une lueur nouvelle dans ses yeux. Peut-être, se dit François, que cette épreuve rapprochait plus que l'édification d'un simple monument. Mais alors qu'il prenait un instant pour respirer, une réflexion le frappa de plein fouet, alors qu'il célébrait cette victoire, devoir et lutte ne faisaient que commencer. « Merci pour votre force, tout le monde, déclara-t-il, encore haletant. Dans cette unité, nous pourrons reconstruire. Mais n'oublions pas que la nuit a révélé nos fragilités. » Et alors que la foule le remerciait, une ombre s'étira dans leur cœur, comment allaient-ils affronter les véritables défis dans les jours à venir? François se demanda alors, devant l'incertitude à venir, est-ce que cette victoire cachait déjà une autre bataille? François se redressa, le cœur encore lourd d'émotions contradictoires. Clara, maintenant blottie dans les bras de sa mère, pleurait de soulagement, mais une autre douleur se faisait lentement jour dans son esprit. Était-ce vraiment terminé? La scène autour d'eux, marquée par l'euphorie et la gratitude, semblait trop douce pour être réelle. Le regard de François se posait sur Pierre, qui, près de lui, scrutait la foule, comme s'il attendait que quelque chose d'horrible ne vienne gâcher ce moment. « Nous avons réussi, non ?» demanda Pierre, sa voix teintée de doute. François hocha la tête, troublé. Oui, ils avaient sauvé Clara, mais le frisson de l'incident restait. L'écho des cris et l'image du petit corps flottant résonnaient dans sa tête. La joie de l'instant était précieuse, mais elle était aussi fugace. Il fronça les sourcils, et une vague de responsabilité l'envahit. Ce puits, soupira-t-il. Il faut le sécuriser. Nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire. Pierre lui lança un regard impassible, puis acquiesça lentement. Leurs regards se croisèrent et une compréhension silencieuse s'établit entre eux. Ils pourraient passer la nuit à célébrer, mais le lendemain, il faudrait agir. La sécurité de leurs enfants était en jeu. Alors que la fête battait son plein, François emprunta un chemin à l'écart, s'éloignant des rires et des chants. Il savait que certains, dont lui-même, portaient des blessures que le temps ne pourrait pas effacer si facilement. Ce n'était pas seulement Clara qui était tombée au fond du puits. Cette nuit, chacun d'eux avait frôlé le désespoir. À l'écart, il se laissa tomber à genoux dans l'herbe fraîche.
Les étoiles au-dessus de lui scintillaient, indifférentes à sa douleur. Un vent léger souleva les feuilles, murmurant des mots apaisants. François ferma les yeux, essayant de se concentrer sur leur douceur. Mais au fond de lui, une colère sourde continuait de bouillonner. Pourquoi continuait-il à y avoir des accidents? Pourquoi la vie semblait-elle si souvent insupportable? Il se redressa, ressentant le besoin de partager ce poids avec Pierre. À sa grande surprise, son ami se tenait à ses côtés, le regard perdu dans les étoiles. La vie peut être si cruelle, murmura Pierre en écoutant le léger bruit du vent. François hocha la tête. Oui, mais nous devons continuer, ne pas perdre espoir. Nous sommes ensemble, après tout. Pierre se tourna vers lui, son expression sincère. Ensemble, oui. Mais que ferons-nous si demain quelque chose d'autre se produit? Les mots de Pierre résonnèrent avec une vérité brutale. François sentit son cœur se serrer. Nous nous battrons, comme ce soir. Pour Clara, pour chacun d'entre nous. Ils restèrent là, en silence, les étoiles semblant témoigner de leur promesse. La nuit semblait plus calme maintenant, mais une autre bataille se dessinait à l'horizon. Le village avait besoin de se réparer, de grandir et de se protéger. Ils avaient réussi à sauver une enfant, mais cet élan ne devait pas s'arrêter là. À l'aube, François se levait avec un nouveau but. Il tourna vers Pierre, son esprit déjà en mouvement. Qu'est-ce que tu penses de rassembler tous les villageois demain? Il faut que chacun soit conscient des dangers autour de nous. Oui, c'est une bonne idée. Eh bien, oublions cette paix trompeuse, nous avons du travail à faire, répondit Pierre avec une détermination renouvelée. Mais tandis qu'il retournait vers la lumière vacillante du village, François ne pouvait s'empêcher de se demander s'ils étaient prêts pour le véritable défi qui les attendait, ce qui cache-t-il dans l'ombre? La bataille pour la sécurité avait commencé, mais de quelle autre manière la vie les mettrait-elle à l'épreuve? François se réveilla avec une agitation nouvelle. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers la fenêtre, illuminant la pièce d'une lumière douce. Mais au lieu de réconfort, cette lumière lui apparut comme un rappel cruel des défis à venir. Il se leva rapidement, son esprit déjà en ébullition, prêt à faire face à la tâche qui l'attendait. En sortant de chez lui, l'air frais du matin l'accueillit, empli des doux parfums de terre humide et de fleurs épanouies. Le village était encore endormi, mais François savait que l'heure de l'action approchait. Il devait rassembler les villageois, leur faire comprendre la nécessité de sécuriser les lieux de danger, comme le puits. Cette journée ne serait pas comme les autres. Elle marquerait le début d'un changement. Il se dirigea vers la place centrale, seul pour l'instant, mais déterminé. Les maisons de pierre, témoins silencieux des rires et des chagrins des habitants, semblaient attendre aussi. Alors qu'il attendait, il ne put s'empêcher de penser à Clara, à sa mère, et au regard inquiet de Pierre. Le souvenir de la nuit précédente continua de peser sur son cœur. La tranquillité matinale fut bientôt troublée par les premiers mouvements des villageois émergeant de leur foyer. François salua les premiers arrivants, chacun d'eux portait en eux des histoires, des peurs et des espoirs. Il sut qu'il devait les toucher, éveiller en eux cette même détermination qu'il ressentait. « Bonjour à tous » lança-t-il, sa voix résonnant avec une énergie renouvelée. « Merci d'être là ce matin. Il est temps de parler de ce qui s'est passé hier, et surtout, de ce que nous allons faire ensemble. » Il observa les visages devant lui, attentifs mais inquiets. Il prit une profonde inspiration, rassemblant ses pensées. Clara a frôlé la tragédie. Mais au-delà du soulagement, nous devons être lucides. Il existe des dangers cachés ici même, à portée de main. Nos enfants, nos vies, elles dépendent de notre vigilance. Ces mots s'envolèrent, touchant les cœurs un par un. Un murmure parcourut la foule. François poursuivit, nous devons sécuriser le puits, mais ce n'est qu'un début. Je veux que chacun d'entre vous soit conscient des dangers, que nous formions une communauté unie dans le respect et l'entraide. Pierre se tenait à ses côtés, l'air ferme. Ensemble, nous pouvons créer une vigilance collective. Si chacun aide à veiller sur les enfants, à sécuriser les lieux dangereux, nous pouvons éviter que cela ne se reproduise. Un homme âgé leva la main. Que devrions-nous faire? François rencontra son regard. Nous organiserons des journées de nettoyage, d'éducation. Nous distribuerons des informations sur la sécurité. Et surtout, nous devons discuter, ne pas laisser nos peurs s'installer entre nous. Chaque mot semblait résonner davantage, les visages se redressaient, et l'angoisse se muait en solidarité. Oui.
s'écria une jeune femme. Nous avons tous quelque chose à perdre, mais nous avons aussi la force quand nous sommes unis. L'enthousiasme grandissait. François ressentait cette vague de détermination traverser la foule. Il savait que ce qu'il venait de mettre en place dépassait la sécurité d'un simple puits. C'était une renaissance communautaire. Alors que le soleil se levait davantage, François réalisa qu'il n'était pas un groupe dispersé, mais une famille unie face à l'adversité. L'espoir écartait l'ombre de la nuit précédente. Mais au fond de lui, une question restait, et si cette unité ne suffisait pas face aux vraies menaces qui se profilaient à l'horizon? La réunion devint alors un moment de réflexion, car il savait à présent qu'il fallait se préparer à bien plus que les dangers visibles. Quelle vérité sombre pourrait émerger pour éprouver cette solidarité qu'il venait de bâtir? François se tenait devant la foule, le cœur battant. Les voix s'élevaient autour de lui, les mots se mêlant à l'odeur du pain frais qui sortait des quelques boulangeries ouvertes. Les villageois commençaient à échanger des idées, leur solidarité palpable. Mais François ne pouvait défaire cette angoisse qui lui nouait le ventre. L'unité était belle, mais allait-elle suffire? Il invita les villageois à se rassembler autour du puits. Ce lieu, qui avait failli être le théâtre d'un désastre, était désormais le symbole de leur engagement collectif. Alors qu'il prenait position, François nota le regard de Clara, si plein de détermination. Il se rendit compte qu'elle avait vu des choses que beaucoup d'autres ignoraient. Pouvait-il vraiment se fier au soutien de chacun? Pouvait-il croire que tous partageraient son désir de protection? Alors qu'il discutait des mesures à mettre en place, des enfants jouant près du puits attirèrent son attention. Leur rire résonnait comme une mélodie d'espoir. François ferma les yeux un instant, se concentrant sur ces rires. Cela lui rappelait pourquoi ils se battaient. Leur vie, leurs rêves, tout était maintenant entre leurs mains. Nous allons instaurer des tours de garde autour du puits, proposa François. Il observa les visages, cherchant des signes d'accord. Des hochements de tête, des murmures d'approbation. Cela le soulagea, mais une autre pensée effrayante s'infiltra dans son esprit et il la chassa. Les discussions se poursuivaient, et François s'efforçait de garder son calme. Mais sa pensée vagabondait vers les dangers invisibles, vers tout ce qu'il ne connaissait pas encore. Tout comme la nuit dernière, il savait que la peur ne disparaissait pas simplement en prenant des précautions. Et il se demandait si tous étaient prêts à faire face à ce qu'il ne pouvait encore nommer. Il est primordial que chacun se sente impliqué dans cette mission, mais je vous demande aussi de rester vigilant, ajouta-t-il, un frisson de prémonition le traversant. L'unité est notre force, mais n'oublions pas que les défis peuvent venir de directions imprévues. Pierre hocha la tête en l'entendant. François a raison. Au-delà de la sécurité du puits, il nous faut aussi prêter attention à ce qui se passe tout autour de nous. Des rumeurs circulent, et nous ne devons pas les ignorer. Les murmures se turent alors que la gravité de la situation se faisait plus pressante. François pouvait sentir le poids de la responsabilité s'épaissir dans l'air. Quelle rumeur? Demanda une femme d'un ton inquiet. Il la connaissait bien, c'était la mère d'un petit garçon qui jouait près du puits. Les visages se tournèrent vers François, des yeux s'interrogeant. La tension était palpable. Il y a des personnes qui s'égarent près des bois de l'autre côté du village, répondit Pierre. Des histoires de disparition. Ils disent qu'il pourrait s'agir de quelque chose de plus dangereux. François se figea, son cœur s'emballant. Les bruits des enfants et les chuchotements se mêlaient, la crainte et l'incertitude devenant de plus en plus intenses. Il regarda autour de lui, réalisant que leur communauté, bien qu'unie, était désormais en proie à des anciens démons. Le temps s'étira alors que la peur s'insinuait dans leurs esprits. Que faisaient-ils face à l'invisible? Comment protéger la vie innocente qui persévérait dans cette banalité? Nous devons agir ensemble, non seulement ici, mais aussi être prêts à nous défendre contre ce qui vient, reprit-il, la voix plus forte. Qui parmi vous se sent capable de se joindre à une reconnaissance autour des bois? Les regards étaient hésitants, mais quelque chose de nouveau brillait dans certains yeux, une flamme prête à lutter. Alors qu'il accueillait cette détermination avec chaleur, une immense responsabilité se faisait de nouveau sentir. François comprenait maintenant que leur unité serait mise à l'épreuve non seulement par des mesures de sécurité, mais aussi par l'inconnu qui les entourait. Que pourrait-il vraiment face aux menaces invisibles? Alors que la réunion touchait à sa fin, il sentit que la véritable bataille ne faisait que commencer. Restez lucide, et surtout, restez unis. Exclama-t-il, plein d'espoir à l'idée que leur force collective pourrait être l'arme ultime. Mais l'ombre des incertitudes pesait encore sur lui.
Quelle réalité allaient-ils devoir affronter, et comment leur solidarité pourrait-elle survivre à l'épreuve du temps? Les jours passèrent dans un tourbillon d'activités, le village vibrant de la volonté renouvelée de François et des villageois. Le puits, autrefois symbole de danger, devenait le point de départ d'un élan d'unité. Cependant, l'inquiétude demeurait, tapie dans l'ombre, telle une menace grandissante. François, toujours en mouvement, facilitait des réunions pour mobiliser chacun dans un esprit collectif. Une esquisse de plan sécuritaire s'établissait autour des bois. Mais le souvenir des rumeurs et des disparitions le hantait, et il surveillait toujours derrière lui, comme si quelque chose pouvait surgir à chaque coin de rue. Un matin, alors que le noir de la nuit s'effaçait lentement, François se réveilla avec une détermination aiguisée. Le moment était venu d'organiser une expédition dans les bois. Nos enfants, notre village, tout dépend de notre vigilance, se répétait-il comme un mantra. Il rassembla les villageois sur la place centrale. Les visages étaient marqués par l'appréhension, mais aussi par l'espoir. Tout le monde comprenait que leur unité serait mise à l'épreuve aujourd'hui. Pierre se tenait à ses côtés, prêt à soutenir son ami. Nous devons découvrir ce qui se cache dans cette forêt, proclama François, sa voix résonnant avec passion. Chaque pas que nous faisons ensemble est un pas vers la sécurité. Nous protégerons nos enfants. Un murmure d'acceptation parcourut la foule. Des voix s'élevaient, des refus s'opposaient, mais la flamme de la détermination brillait fermement désormais. Une femme anxieuse, tenant son bébé contre elle, osa s'exprimer, et si quelque chose nous arrivait dans les bois? La crainte était palpable. François la regarda droit dans les yeux. Nous serons forts ensemble. Nous le faisons pour protéger l'avenir de notre village. Rien ne peut nous séparer si nous restons ensemble. Des hochements de tête se multiplièrent alors qu'il continuait. Prenez ce que vous pouvez comme armes, des bâtons, des lanternes. Soyons vigilants, mais n'ayons pas peur. La foule se mit en marche, François et Pierre en tête, les autres suivant, remplis de courage mais aussi d'appréhension. La forêt se dresse devant eux, engouffrant le dernier éclat du matin. Les arbres, majestueux et silencieux, semblaient garder des secrets, mais leurs préoccupations devaient être plus importantes que leurs craintes. Après quelques minutes, la tension culmina alors qu'un craquement soudain les alerta. Les regards s'échangèrent, puis une silhouette apparut au loin, un homme, hagard, l'air épuisé. Il était désorienté, avec des vêtements déchirés. Un frisson parcourut le groupe. « Qui es-tu? Que fais-tu ici » demanda François, sa voix ferme. L'homme, larmoyant, balbutia des mots incompréhensibles. « Je ne sais pas. Ils m'ont eu, je les ai vus. » Son regard était terrifié, et une sueur froide coula le long de son front. « Qui » interrogea Pierre, faisant un pas en avant. « Que est-ce qui t'est arrivé » Il trembla, regardant par-dessus son épaule. « Une créature, des bruits, ils viennent la nuit, ça ne devrait pas exister. » Les tremblements de sa voix étaient contagieux à ceux qui l'écoutaient, la peur s'immisçant dans leur cœur. François comprit. Ce n'était pas seulement une rumeur, mais une réalité qui menaçait leur monde. « Écoutez tous, restez en arrière, formons un cercle !» cria-t-il, les yeux parés d'un éclat de détermination. La peur se transforma en action alors que le groupe se regroupa. François se tourna vers l'homme, une lueur de compassion dans ses yeux. « Raconte-nous tout. » Peu à peu, le récit émergea de la frayeur, détaillant des mouvements dans la nuit, des silhouettes furtives. Les villageois prirent conscience de l'urgence, réalisant qu'il ne s'agissait plus de simples rumeurs, mais d'une menace bien concrète. Finalement, ils décidèrent de ne pas fuir, mais au contraire de se préparer. François réunit des plans, des stratégies, comment défendre le village si jamais la menace s'approchait. La journée se mua. En une nuit épaisse et menaçante, et alors que le village se regroupait autour du faust, François sut que les véritables défis s'annonçaient. Pour protéger leur communauté, ils devaient faire face à leur peur, non seulement à celle de l'extérieur, mais aussi à celle qui émanait de leur propre esprit. « Nous resterons solides, unis », déclara-t-il devant la flamme vacillante. « Peu importe ce qui viendra, ensemble, nous surmonterons tout. » La détermination résonnait, des voix entrelacées dans un chant de résilience. Mais la réalité d'un combat imminent pesait lourdement sur François. Comprenant que leur aventure ne faisait que commencer, il regarda les étoiles, réfléchissant à la lutte qui se profilerait parmi l'espoir et l'incertitude. L'unité serait testée, il le savait, et il se demandait une fois de plus si elle tiendrait le coup face à l'épreuve. Serait-ce suffisant?
Les passions de chacun seraient-elles en mesure de surmonter l'obscurité? Alors que la nuit avançait, François se promit de se battre jusqu'à son dernier souffle pour préserver tout ce qu'il aimait.